Bonjour à toutes et à tous. Nous vous proposons de commencer cette belle conférence. Donc, le titre de ce soir, c'est « Former les soignants et les soignantes au et par le partenariat avec les patients et les patientes ». C'est une conférence qui est coordonnée par Lisa Laroussi-Libaud, qui est présente, par Evelyne Berger également, et puis par Séverine Chuslefieta, qui malheureusement n'a pas pu être présente ce soir, mais qui a aussi préparé toute la présentation avec l'équipe. Donc je vais vous laisser vous présenter et je vous souhaite aussi une très bonne présentation et une belle conférence. Merci beaucoup Léa pour cette invitation dans ce cycle de conférences et merci au laboratoire Rift de nous avoir invités, conviés ici. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme qu'on est là pour vous présenter un peu nos travaux en cours dans le cadre de la Haute École de Santé La Source. Donc je vais peut-être juste commencer par me présenter moi. Ça te va ou tu veux commencer? On doit encore un peu accorder nos violons. Hein. Alors je profite du coup, comme j'ai la parole, de commencer par me présenter. Donc Evelyne Berger, je suis linguiste et enseignante à la Haute École de Santé La Source, qui est donc une école de soins infirmiers à Lausanne. Et je suis ici aussi en qualité de co-responsable d'un module de formation post-grade qui s'appelle Réseau et partenariat, dont on parlera plus tard dans la présentation. Et je profite de présenter aussi Séverine Chuslefieta, qui n'est pas là aujourd'hui, infirmière de formation, aussi enseignante à La Source. Et elle est responsable du CAS coordination des soins, dans lequel s'inscrit le module Réseau et partenariat. Et je passe la parole à toi. Merci Evelyne. Alors nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, en tout cas dans le titre du séminaire de cette année, en tout cas du cycle de conférences, soutenir la participation des publics en formation des adultes, à quelles conditions? Et donc moi je suis vraiment particulièrement reconnaissante que vous ayez choisi ce thème pour cette année universitaire, parce que la participation des patients, donc vraiment dans le système de santé, c'est quelque chose qui est en plein développement, en plein essor, et c'est ce que nous allons vous présenter cet après-midi. Donc pour me présenter, donc j'ai eu un parcours de patiente, mais également de proche aidante, mais pas que. J'ai un parcours académique et professionnel dans le domaine de la coopération internationale et de l'humanitaire. Et dans le cadre de ce parcours-là, j'ai également été amenée à favoriser et à encourager le partenariat avec les acteurs locaux. Aujourd'hui, je m'investis pleinement dans le partenariat en santé, en intervenant en tant que formatrice dans le cadre en particulier de l'école de La Source et du CAS coordination des soins et travail en réseau, mais également dans des projets de recherche en tant que co-chercheuse, et également j'accompagne certaines structures dans le déploiement du partenariat en santé. Et puis je pense que voilà, là je te laisse reprendre la parole pour les, parce qu'on veut que ça soit aussi un peu interactif, donc on aimerait Donc je dois faire une petite manipulation et passer sur Mentimeter, parce qu'on veut vous faire participer. Alors, je vous affiche. Voilà. Donc, on aimerait vous poser la question suivante. Quand je pense au partenariat avec les patients et les proches, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est, et puis on vous invite à renseigner ce Mentimeter. Alors, normalement, il devrait s'afficher. Vous avez un problème, oui? On a le droit de répondre sans photographier le QR code. On peut aussi faire de manière interactive, si vous préférez. Oui. Volontiers. Alors, on va juste laisser d'abord les personnes qui sont orientées technologie insérer des mots. Et puis après, on fera une partie plus interactive et dynamique. Ah, voilà, ça arrive gentiment. Effectivement, on a mis le premier mot qui vous vient, mais vu que vous n'êtes pas très nombreux, vous pouvez en si mettre vous avez, plusieurs. 2-3 mots qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas.
Alors peut-être oralement, vos propositions. D'accord. Moi, je vais dire la confiance parce que moi, j'ai été pas mal malade ces derniers temps. J'ai beaucoup été à l'hôpital. Je pense que si on ne fait pas confiance aux soignants, eh bien, on pourra avoir ce partenariat. Donc une confiance entre le professionnel de santé et le patient. Je vois effectivement qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a mis ce mot. Et vous, c'est lequel le mot qui est dialogue? Dialogue. Ouais. Écoute, ouais. Je vois qu'on parle de savoir, respect, temps, communication. La personne qui a mis la notion de temps, peut-être une petite explication autour de cette idée-là. Oui. Parce que j'ai l'impression que dans le domaine des soins, le temps manque. Oui. Et que le partenariat demande du temps. Préalable, des choses comme ça. Ouais. Mais je pose une question, hein, on est là pour aussi discuter et confronter un peu les idées. Est-ce que le temps, c'est uniquement une problématique entre professionnels de santé et patients, ou est-ce que c'est éventuellement également une problématique entre vous, professionnels de santé, dans le cadre de votre travail? Est-ce que cette question d'avoir du temps pour aussi, entre vous, échanger, dialoguer, coordonner votre travail, est-ce que vous êtes confronté également à ce problème de manque de temps ou pas? Moi, je ne travaille pas du tout dans le monde des soins. D'accord. Mais je sais que pour moi, c'est transversal à tous les métiers. Non, pourquoi je soulève cette question? Parce que c'est quelque chose de très important d'avoir aussi en tête. Que effectivement, aujourd'hui, on parle de partenariat en santé, partenariat avec des patients, mais de se dire, mais est-ce que la problématique que je soulève, est-ce qu'elle est vraiment spécifique à la relation entre patient et professionnel, ou est-ce que c'est quelque chose aussi que je peux... Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont spécifiques à la relation patient-professionnel et d'autres qu'on peut retrouver aussi, quel que soit le corps de métier. Je dirais qu'alors, entre patient et professionnel, c'est plus une question de temporalité qui est assez différente. Avec des rythmes, avec des moments où le patient il va attendre, alors que pendant ce temps, les professionnels vont être avec d'autres patients. Et c'est ce décalage de temporalité qui peut être plus marquant que finalement peut-être le temps disponible. Est-ce que par rapport aux mots qui sont là affichés, est-ce qu'il y en a parmi vous qui trouvent qu'il y a un mot qu'il est surpris de le trouver affiché, ou est-ce que vous êtes toutes et tous OK avec l'ensemble des mots qui ont été identifiés par les uns et les autres? Et vous le verrez, alors on ne va pas commenter plus les mots que vous avez entrés maintenant, mais c'est clairement des mots qui vont revenir dans la suite de la présentation. Ça va résonner en tout cas avec des contenus qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et je veux encore vous inviter à répondre à une deuxième question, parce qu'on était sur la question du partenariat patient et professionnel de santé. De manière générale, pour ce qui est du contexte de la formation. Alors, je ne sais pas ce qui m'a fait. J'aimerais bien avoir la suite de la question. Bon, je crois qu'on va faire oralement. Décidément, mon Mentimeter ne fonctionne pas très bien. La question qu'on vous pose, c'est aussi, d'après vous, est-ce que les patients peuvent contribuer au même titre que les professionnels à la formation? Alors, dans le Mentimeter, normalement, il y avait une jolie animation avec entièrement d'accord, plutôt pas d'accord et pas du tout d'accord. Mais là, on peut peut-être avoir un temps de réponse un peu spontané par rapport à cette question. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui. Ou soignants aguerris, pourquoi pas? Oui. Formation continue. Mais au même titre que les professionnels de la formation.
l'importance d'avoir les apports des patients en fait dans la formation des professionnels de la santé. Au même titre, c'est un peu fort. Ça veut dire quoi, au même titre ? On a mis volontairement ça. Un peu fort. Oui? Est-ce que vous voulez développer un peu votre idée? Disons que les professionnels qui enseignent aux futurs professionnels ont quand même des compétences que n'ont pas les patients. Donc, au même titre, peut-être pas, mais en complémentarité, oui. Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si Lisa t'a entendu, parce que je pense que c'est vraiment un élément sur lequel on pourra rebondir. Ah, Non, il y a un problème technique. Non, parce que comme je ne suis pas à côté du micro, on ne m'entend pas de l'enregistrement. Oui, pardon, on va rester par là. C'était quoi la réponse? Alors, peut-être que vous pouvez redire encore une fois votre réponse. Mais quand je parle pas, Je disais qu'au même titre, c'est fort. Ouais. C'est un peu trop fort pour moi. Ouais. Parce que les professionnels de la santé qui enseignent aux futurs professionnels, ils ont quand même des compétences D'enseignement. différentes. Mais les patients, c'est complémentaire. Ouais. Donc la notion de complémentarité plutôt que d'une notion peut-être là d'égalité, hein, au même titre on est vraiment sur un rapport plutôt d'égalité entre patients et professionnels ouais, dans les apports au niveau de la formation. Alors moi je nuancerais, je pense que ça dépend aussi du moment où on enseigne, parce que je travaille au centre de formation du CHUV, Ouais. et on engage beaucoup de professionnels pour leur expertise pour enseigner aux professionnels de la santé. Et ces professionnels, ils ont une expertise métier, mais pas forcément une expertise pédagogique. Ouais. Et j'ai l'impression que les quelques patients qu'on engage pour certains cours, c'est souvent pour du témoignage, mais pour certains pourraient avoir la même légitimité que nous si on décidait de les impliquer dans la conception d'un cours ou dans la participation d'un cours autrement que le témoignage. Cela dépend peut-être du public aussi. Ouais. Oui, excellent. Vous donnez chacune, là, pour l'instant, des pistes que nous allons approfondir et développer par la suite. Mais retenez bien tout ce que vous venez de dire, parce que ça peut ensuite nourrir le débat et compléter vos réponses. Oui. Ah oui, pardon, ah mince, je suis tellement concentrée que je ne suis même pas là. On est navré pour ces surprises techniques. Je te passe la parole pour la suite. Oui, je te remercie. Est-ce que c'est bon? C'est bon là? Vous m'entendez? Pourtant, il n'est pas sur mute. Hein. Là, vous m'entendez, hein? Excellent. Merci beaucoup, Evelyne. Alors, nous, effectivement, on a notre présentation, mais n'hésitez pas à nous interrompre, hein, parce qu'on aimerait, on n'est pas nombreux, donc si ce que je dis ou ce que dit Evelyne n'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à nous interrompre et à prendre la parole. Donc, on a un programme relativement chargé en termes d'agenda. On va d'abord commencer par le contexte, en tout cas, c'est-à-dire expliquer pourquoi aujourd'hui on parle de partenariat en santé, pourquoi aujourd'hui en 2025 et pas 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Ensuite, les fondements conceptuels, parce que j'ai vu, hein, quand vous avez expliqué aussi la présentation, le descriptif du cycle, vous parlez aussi des concepts théoriques. Là aussi, par rapport au partenariat, il y a un fondement théorique qui soutient le concept de partenariat en santé. Et puis, on va passer justement à un exemple concret de ce que nous avons mis en place dans le cadre du CAS coordination des soins et travail en réseau, pour terminer par quelques leviers et freins et des perspectives et des discussions. Donc, le premier élément, c'est justement ça, de se demander, mais pourquoi aujourd'hui on parle autant de partenariat en santé? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette émergence du partenariat? En fait, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs facteurs, mais on va essayer d'en nommer les principaux, et il y en a 4. Le premier que vous devez certainement bien connaître, qui est celui de l'augmentation, de l'évolution des maladies chroniques. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène un changement de relation
autant pour le professionnel qui va être dans une relation, on va dire, continue, c'est plus une relation ponctuelle avec les patients, mais une relation qu'il va mener sur du long terme avec le patient. Donc comment gérer cette relation? Donc ça demande au professionnel à repenser sa relation et comment il entre en relation avec le patient. Et pour le patient également avec sa maladie, c'est une maladie qu'il va gérer au quotidien, là également sur du long terme. Donc c'est la relation que le patient va entretenir avec sa maladie. Donc ça c'est un premier élément, l'augmentation et malheureusement qui va ne faire qu'augmenter des maladies chroniques qui amène l'émergence du partenariat, en tout cas qui amène à réfléchir à une relation partenariale en santé. Le deuxième, que vous devez certainement connaître, mais je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, souligné, en tout cas mentionné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que plus de 50% des patients sont non observants. L'analyse simpliste voudrait dire que bon, les patients, ce sont de mauvais élèves, on leur dit ce qui est bien pour eux, mais ils ne le font pas. Et peut-être qu'au lieu d'avoir cette analyse-là, c'est de se dire, mais peut-être qu'est-ce qui a été réfléchi sans les patients, donc sans les inclure dans la discussion, dans qu'est-ce qui est bien pour eux et comment ils aimeraient que le protocole de soins soit mené. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles ce taux de non-observance est aussi élevé. Et donc ça demande là aussi à revoir la relation de soins avec les patients. Troisième élément qui explique également l'émergence du partenariat. On parlait tout à l'heure justement du fait qu'on est plus complémentaire. On est également complémentaire dans les savoirs. Il y a de moins en moins cette asymétrie dans les savoirs et dans les connaissances scientifiques. Avant, c'était uniquement les professionnels de santé qui avaient, de par leur formation, accès aux connaissances et aux savoirs scientifiques. Aujourd'hui, grâce à Internet, nous aussi, patients, avons accès au savoir. Et donc, on le sait, beaucoup de patients... alors, je voulais juste vous dire que lorsque je parle de patients, je mets également les proches aidants qui sont également des personnes qui accompagnent les proches, mais pour une question de temps et pour aller plus vite, je parlerai que de patients. Mais donc, il y a le fait qu'effectivement, les patients, les proches aidants ont accès à de l'information, ont accès également à de l'information scientifique. Et donc, quand ils viennent en consultation, il y a moins cette asymétrie de savoir. Je souligne que là, il n'est pas question de polémiquer, de se dire, parce qu'on parle beaucoup effectivement du fait que les patients ne vont pas forcément sur des sites rigoureux et donc les informations peut-être éventuellement qu'ils vont chercher ne sont pas de bonnes informations. Là n'est pas la question. La question est que le patient a envie d'être acteur, a envie de s'informer, a envie lui aussi d'acquérir des connaissances. Après, ça sera une question justement de dialogue, de rencontre avec les professionnels qui pourraient orienter le patient vers des sites beaucoup plus rigoureux et scientifiques pour l'information. Mais en tout cas, cet élément qui amène le patient à vouloir être acteur et aussi qui rentre dans ce qu'on appelle la démocratie en santé est également un élément qui explique l'émergence du partenariat en santé. Je pense que ces trois éléments, pour vous, ne sont pas nouveaux et vous les connaissez bien mieux que moi. Mais je crois que le quatrième élément qui n'est pas encore très connu, en tout cas qui revient pas je l'entends pas encore très souvent mentionné dans les discussions sur le partenariat en santé. J'entends souvent dire oui, mais c'est important de reconnaître et d'entendre les besoins des patients. Certes, il y a des besoins, mais il n'y a pas que des besoins. Le patient a également des savoirs. J'ai vu que dans les mots-clés, quelqu'un a mis savoir expérientiel. C'est très très rare que lorsqu'on pose la question comme ça en tout début de conférence ou de formation, il y ait cette notion de savoir qui soit mentionnée. Ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau dans le système de santé. Reconnaître que les patients ont des savoirs et que ces savoirs viennent effectivement, comme disait Madame, compléter les
les savoirs des professionnels de santé, c'est également un élément qui explique l'émergence du partenariat. Et parce que les patients ont des savoirs, là aussi, ça explique le changement dans la relation qui s'instaure entre professionnels et patients. Et donc, ces éléments-là, en tout cas, principalement ces 4 éléments, nous amènent à redéfinir la relation de soins. Et je me permets d'insister un peu sur ce 4e point, 4e élément qui est justement les savoirs expérientiels. Vous savez, à peu près, c'est une moyenne, hein, c'est une chercheuse qui a fait cette enquête, le temps moyen que passe le patient avec son professionnel de santé sur une année quand il va en consultation. Et je peux dire que je suis dans cette moyenne parce que quand j'ai eu mon parcours de soins, c'est ce qui s'est passé. Le temps moyen qu'une personne, un patient va passer avec son professionnel de santé, à peu près, par an. 20 heures, 50 heures, 100. C'est toutes maladies confondues ou que les maladies chroniques? Plutôt les maladies chroniques, oui. Et encore une fois, c'est une moyenne. Hein. Combien? 15. Combien? Je dis que moi parce que j'ai eu énormément ça depuis 2020. Ma deuxième résidence secondaire, c'est l'hôpital. Ouais. Donc, je pense qu'on passe moins de 15 heures. Est-ce que quelqu'un vous validez, vous dites non? Beaucoup plus. Entre 5 et 10 heures. 5 et 10 heures en moyenne. Moi, c'est quand je compte justement les consultations que j'avais avec mon médecin, ben c'est ça, c'était presque chronométré. Et je n'ai jamais, en tout cas, effectivement, je devais certainement par an passer moins de 10 heures en consultation avec le professionnel de santé. Et le temps moyen, on parle effectivement davantage de maladies chroniques, hein, donc par exemple les maladies cardiovasculaires ou de personnes qui sont diabétiques. D'après vous, le temps que la personne va prendre pour se prendre soin. Et quand je parle de prendre soin, c'est pas uniquement le temps où il faut, je sais pas moi, réguler l'insuline, c'est tout ce qui tourne autour, qui gravite autour de la pathologie, que ce soit l'alimentation, aller chez le pharmacien, prendre les rendez-vous, même les aspects administratifs, tout ce que la pathologie va engendrer comme activité, voilà, comme activité. D'après vous, encore là aussi une moyenne. Combien? J'ai entendu? Une centaine d'heures? Exactement, en tout cas oui. Quelqu'un dit plus, moins? Qui dit plus? Moi, je pourrais dire jusqu'à plus. Ok. Plus 6 000 heures. 6 000 heures par an. Et donc, on peut imaginer en voyant ces chiffres, hein, et je vous ai mis les références, vous aurez, hein, je pense, la présentation, hein, en tout cas, nous, on est OK pour la faire circuler. Hein. Comme ça, vous aurez les références de la recherche. Vous pouvez imaginer que dans ces 6 000 heures, il n'y a pas que, comment dire, de l'expérience qui est là. Il y a aussi du savoir qui se développe, il y a des compétences qui se développent. Et donc, c'est ça qu'aujourd'hui, le système de santé essaye de voir, de reconnaître, ce sont ces savoirs-là du quotidien que les patients développent. Et une définition du savoir des patients, c'est que c'est pas juste le savoir que le patient va avoir dans sa relation avec sa pathologie, donc dans le fait de prendre soin de lui-même, mais c'est également dans le savoir-être, donc dans les relations avec les professionnels de santé, et également dans la navigation au sein du système de santé. Quand je dis navigation, ça peut être aussi, tout à l'heure je parlais avec une dame dont sa sœur est aux HUG, et elle me disait, mais ils ne se rendent pas compte, mais après il y a toute cette
pente qui est extrêmement raide, et donc ma mère qui a déjà 90 ans, je ne sais pas comment elle va faire, si elle va voir ma sœur après pour pouvoir rentrer, ça va être difficile. Voilà, ça c'est un savoir que elle a et elle peut le transmettre à d'autres personnes si elles doivent se rendre à telle annexe des hôpitaux universitaires de Genève. Et donc c'est tous ces savoirs. Et là, je reprends parce que je trouve que cette phrase que vous aviez mise dans votre descriptif du séminaire, et qui est exactement ce que nous, on essaye de promouvoir dans notre case de coordination, c'est que la participation à la formation serait au service d'une volonté de mouvement d'inclusion, d'intégration ou encore d'insertion des personnes qui sont considérées comme ne l'étant pas suffisamment, voire comme la seule modalité permettant d'accéder aux résultats escomptés. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'idée c'est de se dire si on ne prend pas en compte ces savoirs-là, même si c'est 5%, on n'est pas là pour faire de la compétition avec les savoirs des professionnels, mais même si c'est 5%, ne pas tenir compte de ces savoirs d'usage, appelez-les comme vous voulez, expérientiels, profanes, etc. Il y a tout un débat aussi sur la terminologie, mais ces savoirs issus de la vie avec la maladie, si on ne les prend pas en compte, on se prive d'informations importantes pour une bonne et efficace prise en soin du patient. Et là, pour également celles et ceux qui veulent approfondir ces aspects des savoirs des patients, des savoirs expérientiels, je vous recommande un des articles de Olivia Gross. Elle en a écrit plusieurs, mais elle en a celui-ci qui date de 2017, où elle parle justement du croisement des savoirs, et un autre qui a été écrit récemment par l'équipe de Montréal, on va en parler tout à l'heure, du modèle de Montréal, qui revient justement sur la classification des savoirs des patients. C'est un article qui a été écrit en anglais, mais il y a eu une traduction qui a été faite en français et je vous ai mis le lien si vous préférez la lire en français. Donc, maintenant qu'on a compris quels sont justement les enjeux, pourquoi aujourd'hui le partenariat en santé émerge, justement, ce modèle théorique, c'est quoi ? Le premier, c'est justement l'évolution dans la relation partenariale. Qu'est-ce que nous dit la relation partenariale ? Elle nous dit que on connaît toutes et tous la relation de soins paternalistes, où c'est justement les professionnels qui ont entre les mains le savoir et le patient est entre guillemets soumis au savoir et à ce que le professionnel lui demande de faire. On connaît, et aujourd'hui j'entends encore beaucoup de professionnels, et c'est pas du tout un jugement, c'est ce que j'entends, beaucoup de professionnels dire encore aujourd'hui ce qu'on fait, on le fait pour le patient, donc on est encore beaucoup dans cette approche centrée, où on réfléchit à la place du patient. Et ce que propose l'approche partenariale, c'est que le patient n'est plus à l'extérieur, il n'est plus au centre, mais il est bien avec l'équipe de soignants, parce que lui aussi, comme on vient de le voir, il est son propre soignant, il a des savoirs, et donc lui aussi, il va être une personne, j'ai le mot qui m'échappe, qui va participer à sa prise en soin avec l'équipe des professionnels de santé. Et c'est là qu'on parle, vous allez voir, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore très bien le concept de partenariat, un des verbes qui présente bien le partenariat, c'est la question de la co-construction. On va, patient, proche aidant, professionnel, co-construire ensemble le parcours de soins de la personne. Et c'est ce qu'on appelle, ce modèle que je viens de vous présenter, c'est ce qu'on appelle le modèle de Montréal. C'est un modèle de relation de soins. Et pourquoi je vous le présente, pourquoi nous vous le présentons et pourquoi nous l'utilisons dans le cadre du CAS? Parce que c'est le modèle que la Suisse a décidé d'utiliser en termes d'approche partenariale, parce que ce n'est pas le seul modèle qui existe en termes de modèle partenarial, mais c'est le modèle de Montréal, donc de l'équipe de Montréal qui a développé ce modèle maintenant il y a un peu plus d'une dizaine d'années, parce que c'était en 2010, et c'est pour cela qu'on le mentionne et on travaille là-dessus. Et je vous ai mis là aussi les références pour avoir la définition précise de qu'est-ce que c'est que le partenariat.
Et un des mots que je n'ai pas vu dans les mots-clés que vous avez mentionnés, et si c'est moi qui n'ai pas fait attention, je m'en excuse, mais il y a ce mot qui est très important, c'est la question de l'engagement. On est dans un engagement réciproque entre professionnels et patients, et on est dans cette complémentarité des savoirs, et on est dans cette co-construction. On parle également de co-leadership, mais je pense qu'on n'en est pas encore là d'être dans le co-leadership. Peut-être un jour on y arrivera. Le deuxième point de ce modèle conceptuel, c'est le fait d'être d'abord partenaire de ces soins. C'est-à-dire que quand on parle de partenariat en santé, en tout cas de patients partenaires, la première hypothèse, c'est comment, et là je fais le lien avec ce que vous faites en termes de formation, c'est comment accompagner le patient à être partenaire de ses soins. Et cela, pour être partenaire de ces soins, ce modèle conceptuel nous dit qu'il y a 5 éléments dont il faut tenir compte. D'abord, aider le patient à prendre une décision libre et éclairée, reconnaître ses savoirs expérientiels, le considérer comme un membre de l'équipe à part entière, lui permettre de développer des compétences de soins, et ensuite, et surtout, parce que c'est souvent un élément qu'on oublie, que tout ceci s'inscrive dans un projet de vie, dans le projet de vie de la personne. Et donc, ça aussi, en termes de formation des équipes, que ça soit en formation initiale ou en continu, comment on va former, comment on va aider les participants, les étudiants, à ce que ces éléments-là soient pris en compte pour accompagner les patients à être partenaires de leurs soins. Une chose très importante, mais peut-être on en reparlera tout à l'heure quand on sera dans la partie discussion, c'est que le partenariat ne doit pas être une injonction. Dans le sens que même si aujourd'hui on est dans cette logique, on est dans cette mouvance-là pour aller vers l'autonomie des patients, vers on parlait tout à l'heure de démocratie en santé, vers l'augmentation du pouvoir d'agir du patient, il y a encore des patients, et c'est OK, qui, pour X raisons, soit par manque de capacité, soit parce qu'ils ont des difficultés X ou Y, quel que soit, que ce soit psychologique, physique, personnel, etc., qui peut-être ne veulent pas être dans cette logique partenariale. Peut-être qu'ils préfèrent que les professionnels continuent de prendre les décisions pour eux. Peut-être qu'ils continuent de vouloir donner tout le savoir aux professionnels de santé. Donc, l'important, c'est de se dire que ce qui est important, c'est qu'on propose ces différents modèles, donc qu'on a vu tout à l'heure, et que le patient soit, lui, en capacité de choisir, qu'il soit en capacité de choisir s'il a envie de pouvoir être en partenariat, qu'on puisse lui offrir cette possibilité-là. Mais si il a envie, je disais tout à l'heure que j'ai été proche aidante, moi la personne que j'accompagnais, il y avait des fois où elle avait juste envie qu'on la prenne par la main, et c'est OK. Elle n'était pas dans une possibilité dans la temporalité de son parcours où elle pouvait être en partenariat, et c'est OK. Et donc, je me permets de le mentionner parce que comme aujourd'hui, on le voit, hein, c'est presque quelque chose qui est très à la mode, le partenariat. Et donc, on est de plus en plus à vouloir déployer du partenariat. Encore faut-il que ça soit fait de manière efficace et surtout, tout à l'heure quelqu'un parlait de dialogue, de continuer d'être dans ce dialogue avec le patient pour savoir dans quelle mesure il ou elle peut être en partenariat. Le troisième élément, et c'est ça, et c'est l'objet de notre intervention, c'est que, OK, le patient est d'abord, en tout cas on va l'aider à être partenaire de ses soins s'il le veut, mais puisque nous avons vu que le patient a des savoirs, ces savoirs-là, s'il le veut, il peut le mettre au service de la société, il peut le mettre au service du bien commun, il peut le mettre au service d'autrui et donc au service du système de santé. Et c'est de ça dont on va parler, et ce transfert, ou en tout cas cette envie de transmettre au niveau du système de santé se fait dans les différents axes qui sont le domaine des soins, donc autant le domaine des soins directs que dans le domaine de la gouvernance, hein, de la réflexion sur les parcours de soins, que dans le domaine de la recherche, des politiques de santé et dans le domaine de la formation. Et ces différents axes sur lesquels les patients partenaires
peuvent mobiliser leur savoir se fait, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur ce qu'on appelle un continuum d'engagement qui va de l'information au niveau plus élevé de partenariat. Et donc, en fonction des savoirs du patient, mais pas que, on verra après aussi des compétences qu'il a, des compétences qu'il a développées dans son parcours de vie, eh bien, on va le positionner, on va le mobiliser à tel ou tel niveau d'engagement. Tout à l'heure, on parlait justement, ça peut être un niveau de témoignage, si la personne se sent en capacité d'être à ce niveau d'engagement, mais si la personne a d'autres compétences qu'elle a envie aussi de mobiliser et de déployer, elle peut aussi être engagée à un niveau plus élevé de collaboration, de partenariat. Ce schéma que vous verrez que lorsque vous l'aurez, parce que là c'est écrit très petit, il nous montre justement pour chaque axe du système de santé et pour chaque niveau du continuum d'engagement, comment ça se traduit en termes d'activités qui sont menées. Et Evelyne reviendra de manière plus détaillée sur cet axe de l'enseignement et comment on a déployé le continuum d'engagement dans le cadre du CAS. J'ai bientôt terminé et vous me dites si je suis trop longue, hein, mais je vois pas moi le temps passer. Donc comme on a vu que les patients peuvent intervenir sur les différents axes de santé, que ce soit la recherche, l'enseignement, etc., eh bien on a différents profils de patients. On a des patients qui interviennent effectivement dans le domaine du soin. Un exemple, entre autres, hein, ça peut être la pérédance ou des patients qui vont être dans l'éducation thérapeutique. On a des patients comme ce qu'on va vous présenter, formateurs, qui interviennent dans le domaine de l'enseignement à différents niveaux là aussi, et puis des patients qui interviennent dans le domaine de la recherche. Et pour pouvoir intervenir selon ces trois profils-là, il y a également un référentiel de compétences qui a été développé. Il a été développé par un patient-chercheur dans le cadre de sa thèse. Il a développé tout un référentiel de compétences pour se dire, effectivement, un patient justement qui veut être patient partenaire, qui veut intervenir dans le domaine de la santé, quelles sont les compétences qu'il doit pouvoir mobiliser pour pouvoir être en interaction avec les professionnels de santé. Et donc, si je prends la case numéro 2, qui est le cas, par exemple, de ce qu'on fait dans le cadre du CAS, eh bien, le patient doit faire preuve d'altruisme, il doit être capable d'entendre, c'est-à-dire que d'être peut-être dans la confrontation, dans peut-être des idées qui ne sont pas forcément auxquelles il n'adhère pas, mais il doit être capable de les entendre et de les accueillir, donc pas être ni dans le ressentiment ni dans la colère. Il doit être capable de s'exprimer de manière précise et claire et faire preuve de réflexivité et de pouvoir aussi être dans cette capacité à transmettre. Et il y a un niveau plus élevé, on appelle ça plutôt les patients partenaires qui vont faire plutôt du plaidoyer, du leadership pour que cette approche de la relation de soins puisse être plus connue, valorisée et promue au sein du système de santé. Si on revient sur le profil formateur, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, on voit finalement que oui, il y a les savoirs expérientiels hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais pas que. Il y a également, c'est-à-dire qu'on peut déjà à ce stade-là mobiliser des patients partenaires qui vont venir éventuellement effectivement témoigner de leur parcours. Mais on peut également réfléchir, en fonction des besoins que nous avons, réfléchir à peut-être mobiliser un patient qui, en plus de ses savoirs expérientiels, a peut-être aussi des connaissances sur le partenariat en santé, parce qu'on peut très bien être partenaire de ces soins, savoir très bien se raconter de manière pédagogique, mais ne pas trop savoir qu'est-ce que c'est que ce concept de partenariat. Donc là aussi, c'est des compétences qu'on peut développer, on peut même se former si on le veut, ou si on en a besoin, en fonction encore une fois de ses envies et des objectifs. Et le troisième, comme je disais tout à l'heure, généralement les patients ne sont pas que patients, et les patients partenaires la même chose. On a des parcours professionnels, académiques, et très souvent ces compétences-là que nous avons, qui sont issues de nos parcours, on les met également à disposition du système de santé quand on intervient. Donc c'est vraiment la combinaison de tout cela
qui doit absolument être pris en compte quand on réfléchit à la mobilisation de patients partenaires dans les différents axes et en particulier celui de la formation qui est celui qui nous intéresse. D'où cette phrase qui est de dire en tout cas qu'il y a des rôles et des responsabilités qui vont dépendre des besoins pédagogiques et donc encore une fois c'est très important de bien réfléchir en amont de quoi on a besoin pour savoir mobiliser le bon patient partenaire. En résumé, pour pouvoir co-construire des soins et des services de santé améliorés, si je devais en une slide résumer tout ce que je viens de dire, il faut réfléchir à comment et qu'est-ce qui est fait pour vraiment permettre aux patients partenaires d'être membres de l'équipe, parce qu'on le dit, hein, être membre de l'équipe, mais ensuite en termes pratiques, est-ce que le patient partenaire est véritablement membre de l'équipe à part entière? Il y a plein d'aspects qu'on verra on verra après dans les freins et les leviers. Reconnaître, j'ai envie de dire d'abord connaître, et puis reconnaître les savoirs des patients, là aussi un élément extrêmement important. Et enfin, ce continuum d'engagement pour savoir à quel degré d'engagement on a envie que le ou les patients partenaires soient mobilisés. Et tout ce que je viens de dire montre bien que le partenariat aujourd'hui est un levier organisationnel majeur puisqu'il favorise l'autonomie des patients. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est un des axes importants du partenariat en santé. Il permet aussi d'améliorer la sécurité, puisqu'il améliore la qualité des soins en particulier. Puisque le patient va être plus autonome, le patient, on lui reconnaît des savoirs, il va être aussi plus adhérent au traitement, au protocole, et, puisqu'il va être partie prenante du parcours de soins, eh bien, ça va vous permettre à vous, professionnels, de vous sentir mieux, d'avoir une qualité de vie, de travail bien meilleure, et enfin, pas des moindres, puisqu'on parle quand même toujours des aspects financiers et économiques, ça permet, puisque le patient sera plus adhérent, il y aura moins d'aller-retour vers l'hôpital et les systèmes les structures de santé, et donc une réduction de tout ce qui est coût financier. Voilà, je pense que j'ai peut-être été un peu longue, je ne sais pas, je n'ai pas vu l'heure, mais j'ai terminé pour cette partie-là. Je vais donner la parole à Evelyne pour maintenant rentrer dans le cas concret du CAS. Mais avant cela, est-ce que vous auriez des questions ou est-ce que vous préféreriez les laisser pour la fin? Oui. Toutes les choses que vous avez dit, la diminution des coûts, comme le levier pour la participation des patients, est-ce que c'est basé sur des recherches? Oui, tout à fait. Alors là, je n'ai pas mis les références, mais effectivement, et si vous voulez, je pourrais vous les envoyer, effectivement. Tout ce qui est mentionné ici est effectivement basé sur une littérature scientifique, oui. Juste les grandes lignes, ça a un impact important sur la réduction des coûts, le nombre de déplacements à l'hôpital, etc. J'ai pas compris la question. Est-ce que l'impact est important de ce point de vue-là? Alors, je ne peux pas dire que l'impact est révolutionnaire, mais effectivement, encore une fois, en fonction des structures, de la taille de la structure, oui, ça a effectivement un impact, oui. Un impact positif. D'autres questions? Alors, je prends le relais ici pour vous présenter un exemple de mise en œuvre du partenariat dans le contexte de la formation, tel qu'on l'a expérimenté Lisa, Séverine et moi-même, ainsi qu'une autre collègue qui ne figure pas sur la présentation aujourd'hui, mais que je tiens à mentionner aussi, Nathalie Conneau, qui était aussi membre de l'équipe pédagogique. Donc, nous nous trouvons dans le contexte de la source, donc école de soins infirmiers, dans le contexte de la formation post-grade, notamment ce CAS coordination des soins et travail en réseau que j'ai évoqué en début de présentation, dans lequel en fait le partenariat avec le patient a été intégré dès les premiers modules qui ont été conçus dans le cadre de ce CAS coordination des soins, donc dès 2021.
Et puis, on a intégré aussi le partenariat patient dans un module qui a eu lieu en 2023, qui s'appelle Réseau et partenariat. Donc, c'est vraiment un module dont le contenu se consacre à la question, est consacré à la question du partenariat, mais on a aussi voulu vraiment l'intégrer, l'expérimenter au niveau du dispositif pédagogique, pas juste comme une théorie qu'on amène, mais vraiment quelque chose qu'on incarne aussi au niveau de l'équipe pédagogique. C'est un module qui s'est déployé sur 4 jours et demi. Je vous afficherai tout à l'heure le détail de ce module, auquel ont participé à peu près 33 étudiants. Donc il s'agit de professionnels de la santé, beaucoup d'infirmiers et infirmières, mais pas que. Je crois qu'il y avait aussi d'autres professionnels de la santé, physiothérapeutes, diététiciens et assistantes sociales, si je ne me trompe pas. Donc c'est des professionnels expérimentés qui ont participé à ce module. Les objectifs du module étaient les suivants, donc je vais simplement lire ce qui est là affiché. Donc, collaborer efficacement avec les équipes, mais aussi les personnes impliquées, en démontrant une posture et des habiletés relationnelles qui sont favorables au développement de liens de partenariat et de travail en réseau. Et puis, d'autre part, maîtriser aussi des méthodes et des outils de communication et de négociation qui sont propices au processus de décision partagée. Ça, c'est aussi un élément clé du module, la notion de décision partagée, d'alliance thérapeutique et de travail en réseau. Nous voulions, avec ce module, explorer la faisabilité, justement, de l'intégration du modèle de partenariat, en fait, dans la réalisation de ce dispositif. Et puis aussi évaluer les impacts, alors de manière très préliminaire, les impacts en fait de ce partenariat au niveau des étudiants, qui sont les principaux clients de ce module. Pour ce faire, on a collecté 2 types de données. Le premier type sont des données issues de questionnaires en fait, que les étudiants ont remplis avant le démarrage du module et aussi à la fin, à l'issue du module, pour pouvoir comparer l'évolution de la posture en lien avec le partenariat au fil du module. Et puis, donc, ces questionnaires ont été analysés de manière quantitative. Et puis, un autre type de données qu'on a collectées, ce sont les travaux écrits réflexifs que les étudiants ont produits au fur et à mesure du module et aussi dans le cadre de leur travail de validation finale. Et puis sur ces données-là, on a mené une analyse qualitative exploratoire. Donc le module, il se présente de la manière suivante, c'est relativement petit. Je ne vais pas détailler tout le dispositif, mais voilà les éléments clés un peu du dispositif, c'est qu'on a intégré à la fois des contenus théoriques, la présentation notamment du modèle de partenariat, de concepts clés dans le cadre de ce modèle. Il y avait aussi toujours des liens avec des exemples aussi de mise en œuvre, d'implémentation du modèle dans les terrains qui étaient présentés. Et puis aussi un élément assez central, c'était sur le J3, une simulation dans laquelle les étudiants étaient mis à contribution pour expérimenter en fait le partenariat. Alors le scénario, c'était une réunion de réseau avec un monsieur assez âgé qui était dans un contexte de réadaptation. Et puis, donc dans cette simulation a participé un patient simulé. Et puis, cette simulation a ensuite fait l'objet d'une analyse le jour d'après sous la forme d'une data session pour les personnes qui sont familières avec ce type de méthodologie. Donc, c'est une analyse vidéo des pratiques interactionnelles qui se sont déployées dans la simulation. Un autre élément aussi important, c'est justement que des écrits ont été produits à différents moments du dispositif, notamment à la suite de la simulation et à la suite de l'analyse de la simulation, de même que dans le travail final. Et puis un autre élément très central, évidemment, dans ce dispositif, c'est la participation de patients partenaires, qu'on a nommé ici avec l'acronyme PP1, PP2, PP3, PP4,
pour simplement vous montrer qu'il y a différents patients partenaires qui sont intervenus dans le cadre du module à différents niveaux d'engagement. Je vous présenterai ça dans un instant. Avec PP1, qui est notre intervenante Lisa Laroussi-Libaud, ici présente, qui était vraiment aussi le fil rouge du dispositif. Et puis, vous le voyez ici, cette case ici est vide en termes de partenariat, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de patients partenaires impliqués dans la phase d'évaluation des apprentissages. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'on envisage de changer pour la prochaine édition du module en impliquant notre patient partenaire dans l'évaluation des travaux. Donc d'un point de vue du continuum d'engagement, justement, on a varié en fait les niveaux d'engagement en fonction aussi des patients partenaires qui étaient impliqués dans le dispositif. Lisa était impliquée déjà dans la conception du module, hein, en tant que membre de l'équipe pédagogique. Elle a pris part à la définition des contenus et des objectifs, à la définition du syllabus. Elle a aussi, assumé l'enseignement des modèles théoriques du partenariat. Et puis, elle-même était aussi impliquée dans la modalité plutôt du co-enseignement, dans tous les moments où on faisait des liens en fait, entre les concepts théoriques et puis la pratique infirmière. Donc c'était vraiment l'idée d'une construction collective au niveau de l'équipe pédagogique. Voilà, donc avec les apports des différents champs disciplinaires aussi qu'on représentait les unes et les autres. Au niveau de la simulation, on avait donc un patient simulé qui a participé. Donc sa participation, son niveau d'engagement se trouve plutôt dans le niveau de la collaboration. Donc c'est des patients qui sont formés à donner aussi un feedback aux étudiants, à pouvoir aussi revenir sur justement sur les expériences qui ont pu être vécues dans le cadre de la simulation. Et puis, on trouve aussi encore dans un niveau d'engagement ici le plus bas, qui est celui de la consultation avec l'utilisation de témoignages de patients. Donc c'est vraiment l'idée que les témoignages viennent plutôt illustrer ou exemplifier des éléments. Donc c'est plutôt sous la forme d'une transmission d'informations. Il n'y a pas forcément la notion de co-construction avec les professionnels de la santé dans ce niveau-là d'engagement. Donc au niveau du partenariat, le niveau d'engagement le plus élevé, on est vraiment dans l'idée qu'on va aussi vraiment se distribuer les responsabilités, les rôles. Il y a une répartition du pouvoir, en fait, en quelque sorte, dans le dispositif pédagogique, et puis une co-construction, un partage, des savoirs qui est vraiment au cœur de cette collaboration. Alors, au niveau des résultats qu'on a pu obtenir sur les impacts justement préliminaires de ce modèle de partenariat sur les apprenants, on voit ici 33 personnes ont rempli le questionnaire avant le module et après le module. Là, on vous a juste affiché 3 questions, mais les questions étaient beaucoup plus nombreuses dans le questionnaire, qui nous semblait assez intéressante de présenter. Donc, on voit ici, sur la question du point de vue, le point de vue des patients est tout aussi valable que ceux des professionnels dans la prise de décision. On voit que globalement, il y a quand même un peu un consensus par rapport à ça. Ça peut aussi être biaisé par le module lui-même, parce qu'évidemment, les étudiants qui sont inscrits au module Résopar sont des personnes qui sont déjà fondamentalement acquises à la cause du partenariat. Après, est-ce qu'ils ont tous les outils et la posture? Ça, c'est une autre question. Mais d'un point de vue, en tout cas, des représentations, il y a quand même un consensus qui est là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, par rapport à la 3e question ici, les patients peuvent justement contribuer au même niveau que les professionnels à la formation. On voit ici qu'il y a clairement eu un déplacement qui s'est fait au niveau des apprenants, du fait qu'ils ont justement... ils se sont frottés à un dispositif pédagogique où le partenariat n'était pas juste une théorie, mais il était vraiment mis en œuvre en tant que tel, en fait, dans la conception et la mise en œuvre du dispositif. Du point de vue qualitatif,
On voit ici, ça c'est quelques extraits de verbatim qui proviennent justement des travaux réflexifs, qui sont illustratifs un peu de tendances qu'on a pu observer en explorant les données. On voit qu'il y a un élément assez important qui ressort, c'est que le module, en tout cas cette mise en œuvre du partenariat, leur a permis de comprendre en fait qu'est-ce qui est du partenariat et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, beaucoup de professionnels, en tout cas dans les étudiants qui ont participé au module, avaient l'impression de déjà faire du partenariat, parce que voilà, ils étaient convaincus par le modèle, mais en fait, en découvrant les contenus, par l'acquisition de nouvelles connaissances, mais aussi par les interactions avec les patients partenaires, dont notamment Lisa, ils ont fini par commencer à comprendre, en fait, peut-être c'était pas toujours tellement partenarial, ce qu'ils pensaient être du partenariat. Donc ça leur a permis de finalement mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc là, on a par exemple la bulle ici qui dit « J'ai réalisé qu'être simplement assis autour de la même table que le patient ne signifie pas être en partenariat. » Et puis, avoir la sagesse et l'humilité de se dire que le patient a certainement bien plus de réponses que moi au sujet de sa maladie me paraît à présent essentiel. Donc il y a vraiment des déplacements qui se sont faits au niveau des étudiants dans la manière dont ils perçoivent et ils comprennent le partenariat, ce qui leur donne aussi la possibilité de porter un regard critique sur leur propre pratique, mais aussi celle des collègues dans leur contexte professionnel. Donc ici, durant les analyses des vidéos, la présence de la patiente partenaire m'a encore plus rendue attentive à aller vraiment rencontrer le patient et explorer ses besoins avant d'arriver avec une proposition d'action ou une solution. Et puis on voit aussi que l'intégration de différents niveaux de partenariat dans cette séquence pédagogique, finalement, facilite aussi le transfert des compétences par les apprenants. On le voit aussi ici, il dit par exemple dans cette bulle, avoir entendu des témoignages de patients qui ont évoqué leur place d'avant dans le système de santé et leur rôle actuel, me motive à être plus curieuse et à écouter et explorer leur vécu. Donc on voit clairement des projections par rapport à qu'est-ce qu'ils ont l'intention en fait, de mettre en place aussi par la suite, qu'est-ce qu'ils vont changer dans leur pratique. On ne peut pas toujours bousculer les contextes tels qu'ils existent, on ne peut pas tout révolutionner, mais il y a parfois déjà des petites choses qui peuvent être faites dans les interactions quotidiennes en fait, avec les patients. Du point de vue des enseignantes, on n'avait pas défini dans quel ordre on allait. Si tu veux, je commence. Oui. Je parlais peut-être de ce que Séverine avait mentionné pour elle. Oui. Je ne savais pas si je devais terminer avec les apports individuels ou si on commence par les apports individuels. Ouais. Alors je reviens en arrière. Alors là, je prête ma voix à notre collègue absente aujourd'hui. Donc pour elle, la mise en œuvre du partenariat avec les patients dans l'enseignement, pour elle, ce qui était important, c'est que c'était vraiment en accord, en cohérence en fait, avec ses valeurs personnelles d'inclusivité, de justice sociale, d'égalité. Et puis ça a aussi clairement contribué à la qualité de sa mission professionnelle parce que ça permettait de vraiment donner du sens à son engagement dans la formation auprès des professionnels de la santé. Pour ma part, j'ai aussi... alors, on se retrouve quand même dans nos expériences individuelles. Pour ma part, moi, ce que j'ai vraiment retiré de cette expérience, c'était aussi d'incarner vraiment une congruence, de vivre une congruence entre ce que j'enseigne et comment je l'enseigne. Donc, ce n'est pas juste l'idée d'amener de la théorie, mais de pouvoir aussi, en tant qu'équipe enseignante, servir de modèle, en fait, de comment peut fonctionner le partenariat dans la formation. Et puis, c'était parfois enrichissant, mais aussi défiant, d'apprendre aussi à se décentrer, en fait, à aller vraiment s'ouvrir au point de vue de l'autre, dans l'idée finalement de se retrouver quelque part à mi-chemin dans quelque chose qu'on pourrait peut-être nommer un territoire épistémique partagé et négocié, où chacun, en fait, se déplace. C'est pas juste accumuler des points de vue différents, c'est vraiment trouver quelque part une sorte de juste milieu entre nos différentes expertises et points de vue. Bon, je peux parler d'ici. Et pour moi, ça a été vraiment, en tout cas,
du point de vue personnel, cette transformation d'un parcours hein, de soins, mais même pas uniquement mon parcours à moi, mais aussi lorsque j'ai été proche aidant. Donc cette transformation, cette expérience de patiente et de proche aidante, et d'avoir su transformer cela en pas uniquement justement une expérience, mais en savoir que j'ai pu mobiliser et permettre à travers l'enseignement au niveau de l'école de la source, participer aussi à l'amélioration du système de santé. Puis en termes de bénéfices communs, en tout cas sur lesquels on s'est mis d'accord en tant qu'enseignante, c'est vraiment le bénéfice qui peut être en lien avec les rencontres à différents niveaux, hein, la rencontre des personnes avant tout, parce que voilà, on est quand même, le point de départ c'était une rencontre entre différentes personnes, différents individus qui ont eu envie de travailler ensemble, la rencontre des expertises, des outils, des méthodes, des concepts avec lesquels on travaille, la rencontre des points de vue, des parcours, des champs disciplinaires, parce qu'évidemment, ça frotte des fois, et c'est là où justement on entre dans le dialogue. Et puis ces rencontres, elles peuvent avoir lieu si on prend le temps, si on se donne le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître, d'établir un peu un socle commun avec lequel on peut travailler. C'est aussi rendu possible parce qu'on s'appuie sur des valeurs qui sont partagées, et qu'on incarne une posture aussi d'ouverture, d'esprit critique, de curiosité en fait pour l'autre. Voilà. Tu veux commenter? Je commente pas encore. Tu peux y aller, oui. Il y a aussi un bénéfice clair sur le plan individuel, parce qu'en travaillant ensemble, on sait aussi on est toutes montées en compétences par rapport justement à la posture partenariale, parce que voilà, par des questionnements un peu itératifs, on porte un regard critique sur soi-même, et puis on développe de nouvelles compétences qu'on n'avait pas, en tout cas, développées à ce point-là avant de se retrouver dans cette relation partenariale. Les bénéfices collectifs, c'est justement cette question du transfert, hein, puisque à partir de cette expérience pédagogique que nous avons déployée au sein de ce CAS, on a transféré, je m'adresse, tu peux me rappeler ton prénom s'il te plaît ? Manuel, qui a fait partie justement de la dernière promotion. Donc il y a un transfert qui se fait au niveau des participants, et ça aussi c'est un bénéfice collectif qu'on voulait mentionner. Et puis le dernier, c'est le bénéfice au niveau du système, parce que à travers cette expérience ou cette expérimentation pédagogique, on contribue là aussi, en tout cas on l'espère, à l'amélioration du système de santé, puisqu'on est là, comme le disait Evelyne, dans ce changement de pratique dans les soins, et en espérant qu'effectivement ça amène un changement après au niveau des pratiques avec les patients, et donc cette amélioration au niveau des soins et de la qualité des soins. Et là je reprends la parole. La zapette, moi je suis très zapette. Alors, levier et frein. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mentionnées par Evelyne, mais si on voulait les résumer en 3 éléments clés, on dira que, effectivement, moi je dis souvent, pas souvent, je dis toujours, qu'on peut avoir tous les outils possibles, mais si on n'a pas la bonne posture, ça ne sert à rien. Les outils vont être là pour nous aider, ils sont extrêmement utiles, mais si on n'est pas dans cet état d'esprit qui nous permet de nous écouter, d'être dans cette rencontre des savoirs, rencontre des expertises, rencontre humaine, eh bien, on n'arrivera pas à ce que cette démarche partenariale, parce on le sait, on est dans du changement, on parle souvent de révolution à travers ce changement de paradigme. Pour qu'il y ait un changement de culture, il faut qu'il y ait un état d'esprit qui va avec. Le deuxième, c'est que, Evelyne l'a aussi encore mentionné, c'est un travail d'équipe. Qui dit travail d'équipe, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que dans le modèle c'est marqué que le patient est membre à part entière de l'équipe, encore faut-il que ça soit
comment dire, intégré et que le concept de travail en équipe soit véritablement incarné par l'ensemble des membres. Et donc, est-ce qu'on est vraiment dans cette envie de co-apprentissage et de co-construction? C'est une condition également de réussite du partenariat. Et troisième élément, qui n'est pas dépendant de nous, parce que nous, on intervient vraiment au niveau micro, mais là, à un niveau plus macro ou méso, c'est de savoir si les conditions organisationnelles le permettent. Tout à l'heure, Evelyne disait qu'effectivement, dans le dernier axe, peu importe, en tout cas, le ou la patiente partenaire n'est pas intervenu. Parmi les raisons, il faut le dire aussi, il y a la raison financière. C'est-à-dire que le budget aussi, pour pouvoir intervenir aussi sur cet aspect-là de l'évaluation, n'avait pas été décidé, inclus, et donc on ne pouvait, et il n'a pas été inclus parce que justement il y avait aussi des limites dans l'engagement qui pouvait être proposé pour mobiliser là où les patients partenaires. Finalement, les défis pour le partenariat. Et là, je m'excuse, parce que des fois, comme on dit, il ne faut pas réinventer la roue. J'ai écouté, en tout cas, vu les notes, et merci, je ne sais pas si c'est toi, Léa, ou quelqu'un d'autre de l'équipe qui fait un résumé des précédentes interventions, mais je regardais et je trouvais qu'il y avait un des résumés de la précédente intervention qui reprenait aussi, en tout cas, on se croise également dans les défis. Et donc, un des défis, c'est justement ce que je viens de dire, cette stratégie au niveau institutionnel, c'est-à-dire c'est bien beau de vouloir déployer du partenariat, mais est-ce qu'au niveau institutionnel, est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à y mettre les conditions, que ce soit en termes de cadre? Je donne un exemple, j'aime bien le donner parce que quand j'avais entendu ça, c'est révélateur des fois du décalage entre ce qu'on veut faire et concrètement qu'est-ce qu'on met en place. C'est une patiente partenaire en France, donc ne cherchez pas parmi vos patients partenaires ici en Suisse, qui disait qu'elle avait été recrutée comme salariée, mais que pendant les premiers 6 mois, son lieu de travail, c'était la cafétéria. Parce que rien n'avait été pensé pour qu'elle puisse faire le travail qu'elle devait accomplir. Donc ça, c'est la première chose. Donc est-ce qu'au niveau institutionnel, on y met les conditions? Une chose aussi, et d'une certaine manière, Evelyne l'a mentionné, et là aussi, hein, il y a la littérature scientifique qui le montre, c'est la hiérarchie des savoirs. On a beau parler de cette reconnaissance des savoirs, on reste quand même dans un monde où les savoirs scientifiques ont plus de valeur, sont plus reconnus. Et donc, on est face à ce qu'on appelle des injustices épistémiques, c'est-à-dire que est-ce que on va donner de la valeur au savoir des... En l'occurrence, là, on parle des patients. Est-ce qu'on va leur donner de la valeur? C'est des choses qui ont été documentées, illustrées à travers de la littérature scientifique. Et donc, il faut en avoir conscience. Et c'est quelque chose sur lequel il est important également de travailler. La question également du recrutement des patients partenaires. Je disais tout à l'heure que c'est une stratégie, c'est toute une réflexion. Faire en sorte que ça ne soit pas des patients, on va dire, alibi, c'est-à-dire, on le sait aujourd'hui, on est de plus en plus, surtout dans le domaine de la recherche, à conditionner certains projets au fait qu'il y ait des patients partenaires qui soient inclus dans les projets. Et sans aucun jugement de ma part, mais on le sait, on est tous sous pression. Et très souvent, les dossiers de financement, on les remplit à la dernière minute. Et quand il faut cocher la case patient partenaire, on se dit, t'en as pas un sous la main que je peux mentionner. Et c'est pas comme ça qu'on s'y prend. En tout cas, si on veut vraiment que tous se retrouvent dans ce déploiement du partenariat, il faut que la personne qui soit recrutée le soit de manière réfléchie, rigoureuse,
Pourquoi? Pour d'une part ne pas mettre le ou la patiente partenaire en situation inconfortable si après elle se retrouve dans des activités dans lesquelles elle ne se sent absolument pas confortable ou à l'aise, et pour vous les professionnels, parce que si vous identifiez un patient partenaire qui finalement ne répond pas aux besoins, eh bien vous pouvez aussi vous dire mais finalement le partenariat c'est pas si intéressant que ça, et donc ça peut décrédibiliser le partenariat en santé. Et troisième élément, ben vous le savez certainement, aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas les patients partenaires, le partenariat patient et ces nouveaux acteurs du système de santé, c'est très institution dépendante parce qu'il n'y a pas de statut officiel, hein, il n'y a pas une loi qui dit voilà, il faut telle formation, il faut tel profil, etc. Et donc, d'un côté, c'est super parce que ça peut laisser de grandes marges de manœuvre aux différentes structures, et en même temps, c'est assez compliqué parce que ça laisse les patients partenaires qui veulent vraiment, surtout comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans les patients partenaires qui s'investissent à un niveau relativement élevé, donc vraiment dans ce qu'on a vu, la colonne partenariale qui demande un certain nombre aussi de compétences qui vont être mobilisées, eh bien si ce travail de réflexion sur le statut des patients n'est pas fait, beaucoup se retrouvent justement très souvent dans cette précarité dans leurs activités parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a souvent cette incertitude dans les budgets et donc il est important de reconnaître la place des patients. Et je disais que je rejoins ce que disaient vos collègues la semaine dernière parce que c'était l'intervention, c'était sur les enjeux de la participation en formation aux compétences de base autour du numérique. Et là, dans les réflexions, c'était mentionné que ce qui était important, c'était de soutenir la participation. Non, soutenir la participation suppose un travail de dialogue, de négociation et une attention particulière au rapport de pouvoir. Donc, on se retrouve totalement dans cet élément-là. Donc, je le redis pas. Participer à une recherche exige des ressources, du temps, du financement et de la disponibilité. Donc, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps de la rencontre et de la posture. Et le travail collectif permet de dépasser les représentations initiales, de construire des visions partagées et d'initier de nouvelles pratiques. Voilà. Donc voilà, ils l'ont très bien dit, on va pas, voilà. Donc voilà. Et je pense qu'on a terminé, à moins que... Ah oui, c'est les perspectives. Tu veux... J'y vais. Les perspectives, alors d'abord au niveau de l'enseignement, ben, c'est vrai qu'on espère pouvoir pérenniser le travail que nous avons mené. Maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans. Et c'est surtout Séverine Fuslé-Figuetas qui a mené ce travail depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai qu'on regrette qu'elle ne puisse pas être avec nous aujourd'hui parce que c'est vraiment tout à son honneur hein, qu'on soit là et que sa patience, sa persévérance et sa détermination qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et on espère pouvoir pérenniser tout cela. Diversifier aussi les compétences des patients partenaires, parce que comme l'a dit Evelyne, effectivement, moi j'ai été beaucoup mobilisée sur ce CAS, mais il y a d'autres aspects du CAS sur lesquels d'autres patients partenaires pourraient également être mobilisés. Deuxième perspective, c'est au niveau de l'institution, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, quelle est la réflexion que l'institution peut mener sur la professionnalisation des patients partenaires pour certains niveaux d'engagement, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est aussi une réflexion qu'il est important de mener. Et troisième perspective importante en termes de recherche. Donc comment cette question de la transférabilité du partenariat dans les terrains des étudiants, c'est quelque chose aussi qu'on aimerait pouvoir étudier sous la forme d'une recherche. On vous remercie infiniment pour votre participation. On espère ne pas avoir été trop longue et nous sommes maintenant à votre disposition pour vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On a à peu près un quart d'heure de discussion pour ce faire et merci beaucoup pour cette première partie de conférence. Est-ce que vous avez des questions sur
une partie de la conférence, des précisions que vous voudriez avoir. J'ai vu votre L33 sur l'étude dans votre... Juste pour vous donner le micro. Oui. Alors, j'ai vu le nombre de voilà. En fait, ma question, c'est est-ce que vous allez continuer à étudier les différents groupes qui participent au module ou vous allez rester avec le groupe que vous avez étudié, vous avez regardé? Alors, on n'a pas eu d'autres groupes depuis 2023 parce que c'est un module qui a lieu toutes les 2 années. Oui. Et puis, vous avez continué à le faire, du coup? Alors là, c'est prévu en tout cas qu'on collecte les données. Après, est-ce qu'on aura la possibilité de les analyser? On ne sait pas encore. OK. Mais en tout cas, les données vont être collectées pendant le prochain module qui aura lieu tout prochainement. Ah, super. Ben, parce que je trouverais intéressant d'avoir encore plus de cohortes pour vous, en fait, pour appuyer ce que vous témoignez aujourd'hui. Même si moi, je suis parfaitement convaincue ayant fait le module. Voilà. Ouais, merci. Oui, il y avait une question. Merci. Bonjour. J'aurais voulu avoir un retour d'expérience sur votre vécu. Notamment, moi, ce que je vis, c'est que généralement, quand je présente des projets de partenariat aux institutions, tout le monde est ravi et avec un accueil extrêmement positif. Puis quand on commence à parler rémunération, statut, etc., ça devient beaucoup plus compliqué avec des... En plus, moi, c'est du partenariat en santé mentale, donc ça engendre encore d'autres, peut-être, vecteurs de stigmatisation. Comment vous avez vécu ça et comment vous avez peut-être surmonté certains obstacles institutionnels entre un accueil qui est tout théorique, qui est toujours très bon. Moi, j'ai jamais personne qui m'a dit « Ah, bah, vos projets, c'est nul, on veut pas le voir ». Mais par contre, une fois qu'on met les mains dans le cambouis, puis qu'il faut réaliser, puis payer les gens, puis leur donner un statut, puis les embaucher, c'est vachement plus compliqué quand même. Donc comment vous avez vécu ça? Comment vous avez surmonté ces obstacles-là? Et j'imagine qu'il en subsiste encore. Enfin voilà, est-ce que vous arrivez à nous faire un feedback là-dessus? Oui. Pouvez-vous vous présenter, comme ça on comprend aussi dans quel... Ouais, moi je suis maître d'enseignement à l'HEDS, dans le labo de santé mentale. Et puis je commence une thèse sur l'inclusion des patients partenaires dans l'enseignement académique en santé mentale. Et donc, je suis en plein dedans ce genre de défis et de freins, avec un accueil génial de tout le monde, mais une mise en pratique plus complexe. Je commence et tu complètes. Merci pour votre question, parce que c'est vrai que Lisa l'a mentionné, les freins organisationnels, justement la question du statut et de la rémunération des patients partenaires, c'est un gros frein à la mise en œuvre du partenariat. Nous, dans notre vécu, alors c'est circonscrit à un contexte très spécifique, mais c'est vrai que chaque engagement de patient partenaire nécessite toujours de négocier avec les personnes responsables, de pouvoir en fait aller de l'avant avec un tel modèle. On a eu de la chance d'avoir quand même un certain nombre d'acteurs, d'actrices à l'interne de l'institution qui ont soutenu quand même la mise en œuvre du partenariat avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, qui reste quand même parfois un peu du bricolage. Mais c'est vrai que dès le moment où arrive la question du budget, d'ajouter une personne de plus sur les différentes rubriques du budget, ça peut crisper. Et puis, c'est en tout cas des points de vigilance qu'on doit toujours avoir, en fait, de pouvoir vraiment négocier autour de ces aspects-là. Il y a de plus en plus quand même et là tu me corrigeras, il y a quand même l'émergence en tout cas de formes plus institutionnalisées, en tout cas d'engagement de patients partenaires dans la formation. Notre école a créé un poste récemment de patients partenaires, mais voilà, c'est vrai qu'on en est encore un peu à des balbutiements, je dirais. Je ne sais pas si tu veux. Alors, je vous remercie également pour cette question, et c'est vrai que je crois que c'est un débat, mais de mon expérience, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore une bonne compréhension de qu'est-ce que c'est que le partenariat.
Et tant qu'on n'a pas cette compréhension, on ne va pas y mettre les mesures et les conditions qui vont avec. Il y a ça. Il y a effectivement cette question de budget, parce que c'est un nouvel acteur du système de santé. Est-ce qu'on a envie de recruter un patient partenaire alors qu'on sait que les autres professions de santé, des fois, on aimerait avoir un autre médecin, on aimerait avoir une autre infirmière, on aimerait avoir... Donc pourquoi un patient partenaire? C'est aussi dans les arguments qu'on peut entendre. Et le troisième que j'entends, on ne veut pas de la professionnalisation. Un patient partenaire doit rester un patient. Et donc, on ne va pas réfléchir effectivement à tout ce que vous mentionnez. Et donc, là, je reprends ma casquette de patient partenaire pour dire que, et vous qui êtes dans la santé mentale, vous, au moins, vous avez une formation, en tout cas les médiateurs de santé pair, mais je peux vous dire que beaucoup de patients partenaires sont aujourd'hui dans un état d'épuisement, de frustration et de se dire... moi, comme je dis souvent, je n'ai pas eu tout ce parcours professionnel académique pour aussi aujourd'hui, entre guillemets, me faire traiter comme je peux me faire traiter des fois. Parce que, et donc, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on s'essouffle également à faire preuve, en tout cas à faire nos preuves, et de voir qu'effectivement, il n'y a pas les mesures qui suivent. Et malheureusement ou heureusement, encore comme je disais tout à l'heure, ça reste très institution dépendante. Et est-ce que ça voudrait dire... En France, peut-être vous l'avez vu, en France, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites, même de l'Ordre des médecins, la Haute Autorité de Santé. Là, entre 2023 et 2024, il y a eu... au moins 5 ou 6 rapports officiels qui sont sortis. Et puis, ce qu'il y a en France, en tout cas, je réfléchis à voix haute, c'est qu'il y a beaucoup de postes, en tout cas certains postes de patients partenaires qui sont financés par les agences régionales de santé. Ça permet au moins d'avoir des postes salariés et ensuite d'évaluer aussi, parce que je crois que c'est ça aussi qui est, en tout cas pour ceux qui sont encore à se demander si on veut reconnaître ce profil, cet acteur du système de santé, et si on a envie de le financer, il y a aussi la question de la reconnaissance de la valeur ajoutée des patients partenaires, donc ça demande de l'évaluation, et je pense que là aussi cet aspect de l'évaluation demande aussi à être travaillé, et donc c'est pour ça même cette recherche qu'on aimerait mener sur la transférabilité serait aussi un moyen de montrer l'apport des patients partenaires. Mais si vous avez des idées, on veut bien aussi en discuter avec vous. Et peut-être encore pour rebondir, tu parlais du fait que c'était institution dépendante, c'est même en fait personne dépendante au sein des institutions. Oui. Et activité dépendante, c'est-à-dire que, en tout cas dans notre expérience du partenariat, pour chacune des activités dans laquelle on voulait l'engagement d'une patiente partenaire, c'était une négociation mise sur la table. C'est aussi patient dépendant, souvent. Oui. Parce que nous, je suis proche aidante partenaire, et il y a dans le groupe dans lequel je travaille, il y a énormément de patients qui refusent d'être payés et qui revendiquent le fait de ne pas être payés pour justement ne pas rentrer dans la professionnalisation d'une part, mais aussi pour conserver une forme de liberté d'expression sans appartenir à une institution. Alors, je vous remercie infiniment parce que ça faisait partie des éléments aussi que je voulais mentionner. Et je pense que c'est pour ça que cette question de la professionnalisation mériterait, en tout cas en Suisse, qu'elle soit vraiment débattue, parce que tous ces éléments... C'est OK. Souvent, moi, je donne l'exemple puisque je viens de l'humanitaire, je dis, si on prend l'exemple de la Croix-Rouge, il y a des salariés, il y a des professionnels, mais il y a également des bénévoles. Et c'est OK, ils travaillent ensemble, chacun avec son envie, le profil ou le statut que la personne a envie de faire, mais on n'est pas en train de critiquer ceux qui sont salariés de la Croix-Rouge, de peu importe quelle organisation. Et donc, et on sait aussi qu'il y a certains patients, parce qu'ils ont l'indemnité d'invalidité, ça ne leur permet pas, etc. Mais au-delà de ça, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la question des savoirs, des compétences, etc. On peut très bien être bénévole dans une autre organisation et mobiliser ses compétences. C'est surtout d'avoir ces différentes, un peu comme le continuum d'engagement, avoir ces différents profils, ces différentes possibilités. Et donc, ça demanderait aussi que de la part des patients partenaires, on puisse
s'écouter entre nous, parce qu'effectivement, des fois, il y a des patients partenaires qui sont vraiment braqués en disant oh, ben non, il ne faut pas qu'on soit professionnalisé, non, moi je fais ça bénévolement, je dois rendre au système de santé ce qu'il m'a donné, etc. C'est OK, on peut l'entendre, mais à côté de ça, on peut aussi entendre que certains patients partenaires veulent s'investir, s'engager, etc. Donc ça demanderait effectivement peut-être que déjà entre patients partenaires, on soit un peu plus cohérent et on se fédère.